Bienvenue dans l'Instant H, un podcast d'INRIA dédié à des personnes qui témoignent de leur expérience du handicap, qu'elles soient elles-mêmes porteuses, aidantes ou qu'elles travaillent sur le sujet en tant qu'experts ou chercheurs. Je suis Sarah Pébro, comédienne et auteure, j'ai eu un cancer du sein. J'ai partagé mon expérience avec humour et espoir dans un livre, Sarah, 30 ans, mon cancer, même pas peur, et un spectacle, Cas surprise. Dans ce podcast, je vais rencontrer des femmes et des hommes qui vous raconteront comment vivre en situation de handicap, et en particulier dans l'emploi, ce qui a pu les aider dans leur parcours, tant humainement que techniquement, ce qui est mis en place au sein d'INRIA, et tout ce qu'ils tirent de positif de leur expérience. Plongez dans l'Instant H, le podcast qui offre un nouveau regard sur le handicap. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci beaucoup déjà d'être venue témoigner dans le podcast. De rien. Est-ce que pour commencer, je peux tout simplement vous demander de vous présenter ? Oui, je m'appelle Isabelle Lacoffrette. Je suis arrivée chez INRIA en 1990 à Rennes. Belle histoire. Voilà, j'ai 59 ans. J'ai fait différents travaux chez INRIA, au service généraux. Ensuite au support informatique de proximité à Rennes. Et ensuite, depuis 2019, je suis à la DSI. Et là, actuellement, je suis au service application, dont une partie de mon temps, je suis chef de projet. Et 50% de mon temps, je suis pilote de l'équipe accessibilité numérique qui a vu le jour en mars 2022. Alors, justement, donc après, d'autant plus après ces différentes étapes, ces différents postes, je ne sais pas si on peut dire postes chez INRIA, enfin les différentes expériences professionnelles. Comment, du coup, vous en êtes venu à travailler plutôt sur la question du handicap ? Enfin, entre autres, parce que j'ai compris que ce n'était pas votre... Avant 2022, je faisais déjà partie des groupes de travail sur le handicap qui avaient vu le jour il y a quelques années avant, qui n'a pas été très, très suivi, on va dire. D'accord. En quoi ça consistait, du coup, de se réunir avec des correspondants handicap pour voir les besoins des utilisateurs, des gens en situation, des choses comme ça. Et dans mon métier, en tant que support, j'ai fait du support auprès des personnes en situation, avec l'achat de matériel particulier, puisqu'il y avait des besoins, clavier braille, matériel avec des loupes, avec des écrans un peu plus adaptés pour eux. Donc c'est un sujet que je connaissais un petit peu avant. D'accord. Oui, vous aviez déjà quand même travaillé sur plusieurs dispositifs. Tout à fait. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire donc, comment vous êtes venu à travailler sur l'accessibilité numérique ? Comment est-ce que ça s'est lancé, cette activité ? On se rend compte au fur et à mesure, le numérique est partout, mais le numérique devient pour certains complètement inaccessible. Oui. Et c'est un sujet qui me tient à cœur, à la fois pour les personnes chez INRIA, mais pas que. Oui. C'est dans la société entière. Le numérique étant partout, il y a certaines personnes qui sont exclues complètement et qui n'accèdent à rien. Et on pourrait faire évoluer les choses, et on doit faire évoluer les choses pour que les personnes puissent accéder à tout le numérique comme tout un chacun. D'accord. D'ailleurs, pour vraiment partir du basique, concrètement, qu'est-ce que c'est en quoi ça consiste, l'accessibilité numérique ? C'est tout site, toute application doivent être accessibles pour tout handicap. Donc, typiquement, quelqu'un où il y a une vidéo où il n'y a pas de sous-titrage, il ne pourra pas voir et écouter tout ce qu'il faut pour comprendre la vidéo. Ouais. Pour les personnes non-voyantes, des sites en mode tabulation clavier ne retranscrivent pas ce qu'il faut pour les outils d'audio. Oui. Donc, ils n'entendent pas ce qu'il faut, ils ne peuvent pas travailler. Dans les choses actuelles, par exemple, la fiche de paye chez INRIA n'est pas accessible pour les non-voyants. Ils ne peuvent pas la lire sans faire appel à quelqu'un. On y travaille. Oui, d'accord. Voilà. Oui, c'est un grand chantier, on peut dire peut-être. C'est des choses qui nous paraissent évidentes pour tout à chacun et ils ne peuvent pas poser leur congé seul dans l'outil qui est ouvert à tout le monde.
Et donc souvent, les personnes n'osent pas dire. Oui, voilà. Et donc ils demandent à des collègues, mais peut-être ne demandent pas parfois, parce que malheureusement. Et on doit avoir les mêmes droits. Donc j'estime qu'il y a les mêmes droits sans avoir à passer du temps à essayer d'accéder à quelque chose et perdre son temps aussi là-dessus. Et avoir besoin de demander de l'aide systématiquement, ce qui n'est pas le plus facile, clairement, pour tous. Tout à fait. Donc il faut que ce soit accessible à tous. On en revient toujours à la même chose sur la question du handicap, c'est qu'en fait c'est un droit. Il y a une situation de handicap, il y a des besoins et c'est un droit. Donc il faut que les choses soient mises en place pour être dans les mêmes conditions de travail que son collègue qui n'est pas en situation de handicap. Tout à fait. Les contenus sont importants aussi. Même les mails peuvent être inaccessibles pour les personnes, suivant comment ils sont rédigés. Oui. Les documents de travail, type les comptes rendus, ou envoyer des documents... je vais parler technique, mais en JPEG. Oui. Et donc, on ne peut pas du tout lire le document pour les personnes non-voyantes. Et il y a aussi des choses où il faut laisser le temps à certaines personnes qui ont des troubles un peu plus psychiques et qui ont besoin d'avoir du temps pour répondre à une question. Et des fois, il y a un timer un peu trop rapide. Oui. Voilà quelques exemples, mais il y en a plein. Hein. Et alors, comment on fait pour permettre cette accessibilité numérique? Parce que j'imagine que c'est un chantier tellement énorme. Comment est-ce qu'on organise les choses? Alors, c'est un sujet transverse. On travaille avec la mission handicap et tous les correspondants handicap de chaque centre. D'accord. Et on s'appuie. Donc, il y a des lois. Qui ne sont pas respectées, donc on doit... Vous veillez au grain, si je puis dire. C'est ça. Il faut les respecter. Et pour ça, il faut mettre nos sites en accessibilité numérique et faire des audits. On appelle ça des audits RG2A pour la France. Et pour mettre ces sites, il faut faire des audits, un suivi et travailler l'accessibilité en amont. Dès qu'on achète un logiciel, on doit se poser la question, est-ce qu'il est accessible? Est-ce que tout le monde pourra y accéder? C'est ça, Voilà. Donc, je pense que les mœurs vont évoluer parce que les obligations ne vont pas être uniquement pour le secteur public, mais aussi pour le e-commerce à partir de 2025. Donc, quand on va poser dans nos appels d'offres des clauses accessibilité, on ne sera pas vu comme des extraterrestres. Ça va venir. Oui, c'est ça. Oui. Voilà, on a des réponses de prestataires assez surprenantes. Ah oui? Oui, qui se demandent l'accessibilité. Oui, on a regardé, on a vu, ça va. On n'a qu'une application, mais qui ne répondent pas, qui répondent vraiment à côté, quoi. Oui, j'ai lu le document, je ne l'ai pas lu. Enfin, j'ai vu passer une exposition sur le handicap et c'est tout. Ça avait l'air intéressant, j'y suis pas passée. Ouais. Donc, ce qui est important aussi, c'est on est là pour les personnes en situation et c'est ça qui est le déclencheur. Les personnes chez INRIA, on va faire remonter leurs problèmes à la direction. D'accord. Oui, c'est ce que je allais vous demander justement handicap, pour savoir qu'est-ce qu'il faut changer. Et du coup, c'est eux qui disent, nous on travaille avec eux et on est à côté d'eux pour voir comment ils naviguent à travers une application et on voit les difficultés qu'on ne voit pas normalement puisque nous, on n'a pas le handicap. Donc, c'est vraiment à eux de dire. Oui, puis j'allais dire pour chaque handicap, en plus, ça ne va pas être pareil. Enfin, c'est tellement personnel. Chacun a des besoins différents. Il faut bien s'en rendre compte. Donc, on a fait plusieurs parcours avec des situations de handicap différentes. Ça peut aller la non-voyance, malentendance ou d'autres troubles psychiques ou différents. Ils ont des outils différents et l'approche d'un même outil va être différente d'une personne à l'autre. Oui, c'est ça. Même avec un même handicap. En fait. Tout à fait. C'est toujours... Et donc, on est surpris par les difficultés, malheureusement. Ouais. Et on se dit qu'on se doit c'est vraiment un sens. Ça donne du sens au travail. Voilà, en gros. Ah bah oui, j'imagine, ça donne beaucoup de sens. Et comment est-ce que vous arrivez à partager donc, parmi les équipes, c'est-à-dire qu'à partir des besoins des personnes porteuses de handicap, pour voir un petit peu comment ils répondent, ce qui peut au quotidien les gêner, entraver leur quotidien, et comment est-ce qu'au niveau, par exemple, quand vous disiez quelqu'un envoie un mail,
Il faut savoir aussi qu'on envoie un mail à un collègue et qu'il faut faire attention à la façon dont on rédige et comment est-ce qu'en fait on sensibilise aussi les personnes non porteuses qui travaillent avec des personnes en situation de handicap et qui doivent prendre forcément en considération tous ces éléments. Alors la mission handicap a bien commencé un travail sur les contenus, donc pour apprendre aux personnes à bien rédiger, à expliquer le pourquoi. Donc il y a une sensibilisation à faire. Et puis on travaille aussi, on a une équipe de développeurs chez Inria, parce qu'il y a des applications achetées chez des prestataires et d'autres développées en interne. Donc tous les développeurs ont été formés pour pouvoir coder accessible, si vous voulez. Oui, c'est ça. C'est ça. Et du coup, ça va s'installer. Alors c'est forcément au début un effort, parce que c'est un changement un peu de façon de faire. À la longue, ça rentrera tout à fait dans la façon de travailler. C'est ça ce qu'on est en train de faire et de mettre en place. Après, ça sera du quotidien et on se posera plus. C'est ce qu'on souhaiterait. Ça prendra du temps. On a bien conscience. Et si on regarde le périmètre et le chantier qui est énorme, faut pas qu'on se décourage. Ah non, surtout pas. Et on nous a bien dit, on a fait on a rencontré la DINUM, la direction du numérique, et puis aussi des référents handicap de la Caisse des dépôts, de l'ADEME, pour avoir leur retour. Avant de commencer, ils nous ont bien dit, faut y aller petit à petit, petit pas par petit pas, et on construit au fur et à mesure. Oui, puis comme ça permet de faire quelque chose de pérenne derrière, en fait, plutôt que d'arriver un peu avec quelque chose de massif, d'y aller petit à petit. Bon, c'est pour faire changer les mentalités aussi, parce que c'est bête, mais parfois c'est juste que les personnes n'ont pas conscience de ce que c'est d'être en situation de handicap et de... C'est vrai qu'ils devraient des fois un peu aller les voir, discuter avec eux. Puis... Alors après, il faut changer aussi... La politique, je veux dire, c'est les directions qui doivent faire bouger les choses et impulser aussi cette dynamique. Il faut rien lâcher. Oui, voilà. Ça. Ne jamais abandonner, ne jamais lâcher. Rien lâcher. C'est ça. Oui, c'est ça. Et comment ça se passe en interne, du coup? Parce que ce que je trouve intéressant sur ce sujet-là, là, vous en avez donné un petit peu une idée, parce que vous travaillez avec la mission handicap, notamment, et avec d'autres équipes. Il y a les développeurs qui travaillent quand il faut développer en interne des applications. Je trouve que c'est vraiment, c'est comme dans la difficulté, c'est ensemble en fait qu'on avance. Donc pour moi, c'est une aventure collective. Est-ce que vous pouvez nous dire comment justement l'accessibilité numérique, ça me paraît évident, une aventure collective, mais comment concrètement pour vous ça se traduit? Dans l'équipe, c'est une équipe pluridisciplinaire, donc on est de divers horizons. Du coup, ça peut être des développeurs, des chefs de projet comme moi. Il y a des personnes aussi qui sont de la DOT, des personnes qui sont dans d'autres services de la DSI. Et aussi, on essaye de prendre contact vraiment auprès des chercheurs, parce que les chercheurs, ils ont leurs projets de recherche, avec aussi tout un pan de handicap. Et on a pris contact avec eux pour vraiment échanger, voir ce qu'ils faisaient. On s'est appuyé beaucoup sur le MOOC qui a été mis en place par Pascal Guiton, qui a été mis en, je crois que c'est 2019, mais je peux me tromper. La date, je suis pas sûre. Et du coup, et c'est un réseau, c'est le bouche à oreille. Après, c'est vraiment collectif et on voit qu'il y a une volonté de faire. J'étais avec mon collègue Damien dernièrement à la journée à la Maison de la Radio, la journée du 11 mai. Oui. Qui est la journée de l'accessibilité numérique organisée par l'association Valentin UI. Je ne savais pas qu'il y avait une journée, c'est bien déjà que... Tous les ans, donc c'est sur Paris, là, alors peut-être que ça sera ailleurs. Et on a pris plein de contacts et ils sont prêts à nous aider sur plein de sujets. Et on est dans un contexte autour de l'accessibilité où tout le monde a envie d'avancer. Et du coup, c'est une bonne chose, ça, déjà. On est dans la bonne direction. Voilà, c'est très positif. On ressort avec des échanges. On sait que c'est dur, mais on ressort vraiment avec du positif entre nous. Voilà. On a essayé aussi de monter un réseau au niveau des universités. Donc, il y a Renater, il y a le CNRS, et ils sont tous sur la même problématique, l'accessibilité numérique. Ils savent tous pas par quel bout prendre ça.
et tous plus ou moins avancés à différents niveaux. Et du coup, on a décidé d'échanger. On fait un réseau d'échange et de partage. Voilà. On se fait des réunions et on se donne les bonnes pratiques, les astuces, les formations à suivre, celles-là pas à suivre. Voilà, on se donne les bons tuyaux, entre guillemets. Donc, aventure collective, c'est le bon terme. Oui, tout à fait. Et alors, est-ce que, ce qu'on en avait parlé avec Roger pour le Human Lab, est-ce que vous faites un petit peu en appel, c'est-à-dire, on peut profiter du podcast. Oui, mais, tout à fait. Est-ce que, si vous voulez faire un petit appel, s'il y a soit des postes en particulier ou des spécialités ou juste de personnes qui ont envie de s'investir sur le sujet, si vous voulez profiter, ça peut être, si je puis dire, une plateforme. Alors, avec Roger, que j'ai vu en visio pour la première fois vendredi, il va participer à la conférence du 17 octobre à Rennes, donc qui est une demi-journée sur l'accessibilité numérique avec la mission handicap, avec les chercheurs, avec tout le monde et les utilisateurs en situation de handicap viendront aussi apporter leur témoignage, s'ils veulent bien sûr. Et du coup, on va essayer de faire un retour d'expérience de ce qu'on a commencé à mettre en place. On sait que ça prendra du temps, mais il y a un échange. On aura des invités extérieurs aussi, des associations. Et on veut mettre tout le monde un peu en communication, comment vous dire, en échange. Après, chacun repartira avec son petit carnet d'adresses, mais on va avancer comme ça. C'est le meilleur moyen d'avancer ensemble dans la bonne direction. Tout à fait. On est plus forts ensemble. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui serait nouvellement en situation de handicap, on sait que parfois l'acceptation, c'est quelque chose qui peut être très long. Est-ce que par rapport à votre expérience en travaillant sur ce sujet-là, en ayant côtoyé une personne porteuse, est-ce que vous avez un conseil ? Alors le conseil, c'est difficile parce que c'est vraiment propre à chacun. Et moi, je ne peux pas dire qu'il faut absolument que chaque personne qui est en situation se manifeste auprès de nous. C'est pas facile. D'abord, il y en a beaucoup qui ne veulent pas qu'on sache. Je comprends tout à fait. Oui, c'est très personnel. C'est très personnel. Après, si les personnes souhaitent déjà qu'ils sachent que ça existe, la mission handicap, qu'on est là aussi pour les écouter, et puis que s'ils sont partants, évidemment, on les embarque avec nous. Voilà, c'est ça. Mais je ne peux pas forcer les gens. Toutes les personnes qui sont venues, là, sont venues de leur plein gré, avec une communication à travers la mission handicap. Nous, on n'a pas demandé individuellement, même si on voit il y a plus de handicap invisible que visible, même si on voit quelqu'un qui a un handicap visible, je ne me permettrai pas d'aller le voir. Voilà. Oui, bien sûr. Après, c'est de savoir aussi, c'est toujours pareil, que les personnes ne restent pas isolées. Enfin, ce qui est dur, je trouve, c'est d'être seul, parce que c'est déjà un chemin un petit peu solitaire. On est seul face à sa situation de handicap. Mais voilà, de savoir qu'en tout cas, il y a des personnes, comme vous l'avez dit, la mission handicap, et puis de savoir aussi, si on a des besoins spécifiques, de se dire qu'avec votre équipe, il y a des personnes qui peuvent répondre à des besoins, accompagner, et qu'en tout cas, on n'est pas tout seul et on n'est pas obligé de compenser tout seul à son poste et de se dire qu'il y a des... On va mettre, d'ailleurs, ça me fait penser, on va mettre en place donc on a un helpdesk pour mettre des tickets quand on a des soucis, des problèmes techniques. Et là, après l'été, on mettra un bouton direct qui pourra envoyer un mail à notre équipe. C'est super, ça, comme ça on peut directement vous contacter. Parce que malheureusement, notre portail n'est pas très accessible, donc autant qu'il y ait le bouton. Et comment ça fonctionnera du coup, ce bouton il sera sous forme de mail. D'accord, donc, la personne enverra un mail et on prendra... D'accord, il y aura une adresse spécifique en fait à qui s'adresser si on a un besoin spécifique. Et du coup, on répondra directement à la personne. Et on la contactera si elle veut bien pour échanger sur le sujet. Puis avec aussi les correspondants handicap de chaque centre, puisqu'il y en a plusieurs. Voilà. Est-ce que depuis que vous travaillez sur le sujet de l'accessibilité numérique, il y a un moment, je ne sais pas si c'est un projet, un moment ou quelque chose où vous avez eu un besoin d'une personne porteuse et vous y avez répondu. Est-ce que il y a un moment fort ou quelque chose où ça peut être plusieurs,
que vous retenez depuis que vous travaillez sur ce sujet-là, des avancées spécifiques où vous êtes dit ah bah là tiens on est alors on démarre donc oui bien sûr mais je me dis comme ces gros projets qui se préparent. Par exemple on avance petit à petit, mais comme on voit là, le bulletin de salaire il va finalement être accessible aux personnes non-voyantes. Ça c'est génial. Quand même un plus, c'est des petites avancées. On a mis aussi y a nos copieurs qui n'avaient pas l'endroit où badger pour sortir des choses correctement. On a mis des étiquettes braille. Il faudrait équiper aussi sur les lecteurs de badge extérieur. On essaye d'avancer petit à petit sur le sujet. On a aussi des bons moments avec les personnes en situation. Vraiment des moments de bonne rigolade, on va dire. Parce que ce sont souvent des gens qui ont beaucoup d'humour. Oui. Voilà, du coup... on en a eu. Du coup, on avance sur le sujet dans le bon sens et dans la bonne humeur. Ça, c'est génial. Je pense que c'est la meilleure façon d'avancer. Et du coup, en plus, je me dis que les personnes qui ont pu faire appel à vous, du coup, c'est peut-être elles aussi qui vont permettre que d'autres personnes viennent vous voir. Parce que je trouve qu'il peut y avoir de la solidarité aussi entre les personnes porteuses de handicap pour se dire, d'avoir travaillé avec votre équipe, d'avoir vu qu'on pouvait répondre à des besoins, de rassurer aussi des personnes qui sont en situation de handicap. Il y a le bouche à oreille, effectivement. Donc, l'étape suivante, là, il y a notre conférence, bien sûr, qui va être enregistrée. Hein. Donc, ça, notez tous la date. Mais il y a aussi la sensibilisation à faire dans les directions, soit en visio, soit en présentiel, qu'il va falloir qu'on intensifie après l'été, quoi. Je pense que c'est en acculturant régulièrement les gens qui, finalement, c'est un sujet qui peut faire peur, je pense, pour certaines personnes. Voilà, c'est parce que quand on ne connaît pas, on a toujours peur. Ah c'est ça. C'est le grand sujet du handicap. Ouais. Hein. Et puis peur, et puis aussi souvent vu, ça va nous demander plus de temps. Ça va nous donner... mais vous nous demandez ça dans le cahier des charges, mais ça va ralentir le projet. Enfin, et du coup, il faut essayer d'expliquer que ça profite à tous et que ça ne profite pas qu'aux personnes en situation. Et bon, ça va venir, mais... Parce que tout le monde va gagner du temps. Tout à fait. C'est comme quand on explique qu'il vaut mieux communiquer avec quelqu'un qui, par exemple, qui souffre de surdité partielle, qu'il faut se regarder quand on parle, qu'il ne faut pas parler dans le dos de la personne, qu'il ne faut pas parler tous ensemble en réunion, qu'il faut faire un ordre du jour, un compte-rendu. En fait, tout le monde est très content de tout ça. Oui. Finish. Non, mais c'est vrai. Tout à fait. Si on a un document où le contraste, il n'est pas très bon... si on met le contraste qui est bon, je pense que tout le monde est content. C'est ça, en fait. Ça. Parce que je veux dire, déjà, sans être en situation de handicap, on peut tous avoir des moments où on est moins concentré, on est fatigué. Il y a plein de choses. Donc, si les outils sont là pour qu'on soit dans un niveau de confort, si je puis dire, en tout cas, d'être dans les meilleures conditions pour travailler, ça me paraît essentiel. Donc, en tout cas, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont pu travailler avec vous autour de besoins sur l'accessibilité numérique, n'hésitez pas à en parler à des collègues, même sans savoir si c'est en situation de handicap ou pas. Je trouve que c'est juste de partager son expérience, comme vous le faites avec vos événements aussi, où ça va bien fonctionner, je pense. Mais voilà, qu'ils puissent aussi en interne le raconter et faire passer le mot. Même au-delà d'INRIA, même si... Oui, au-delà de l'INRIA, il y a un événement qui aura lieu fin 2024 à Rennes, en décembre. C'est les journées réseau, donc c'est comme moi au niveau de la recherche et des universités. Ça a lieu tous les 2 ans. C'est la première année, je crois que c'est à Rennes. Et le sujet de l'accessibilité numérique n'a jamais été abordé sur ces journées qui ont lieu tous les 2 ans. Et cette année, je suis dedans et on va aborder le sujet. Voilà. Ça avance bien. Vous dites que ça fait pas longtemps, on n'a pas fait grand-chose. Moi, je trouve que ça avance assez vite. J'espère. Après, faut en parler. Je pense bien que sûr. C'est ça. C'est ça. C'est un événement où il y a des industriels, il y a des associations et puis il y a des gens de différentes universités. Et informer les gens, c'est ce qu'on doit faire. Voilà. Ça, c'est sûr. Passer le mot, on partage la connaissance et comme ça, on n'a plus peur de ce grand mot qu'est le handicap.
Pour reprendre un petit peu sur tout ce que vous pouvez mettre en place, je me demandais par rapport à, comme il y a différents types de situations de handicap, il y a différentes familles, si je puis dire. Est-ce que si vous pouvez nous donner quelques exemples, parce que c'est vrai que c'est tout bête sans tomber dans les clichés, mais c'est vrai que le handicap pour beaucoup, c'est un handicap moteur, ou c'est quelque chose qui va tout de suite être éventuellement, enfin la non-voyance ou des problèmes de surdité, alors que le champ du handicap est très très large, enfin, ça en fait partie beaucoup plus. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu des exemples par rapport à des types de handicap et en face les types d'aménagement qu'on peut mettre en place? On en a un petit peu parlé, mais c'était pour voir un petit peu sur différents types de handicap. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est très réducteur souvent quand on parle d'accessibilité numérique. J'ai eu beaucoup de retours que les gens pensaient que c'était juste pour les non-voyants. Oui, voilà. Voilà, donc non, il n'y a pas que les non-voyants. D'abord, il y a les non-voyants, il y a les malvoyants, et il y a différents types de malvoyants. Bien sûr, oui. Typiquement, il y a des gens qui voient des périmètres très proches, d'autres moins proches. Il y a le daltonisme, par exemple. Donc là, on peut travailler un exemple. Les contenus, les couleurs, il faut les choisir. Oui. Il faut mettre les bonnes définitions sur les camemberts. Il ne faut pas mettre juste le chiffre et puis c'est tout. Et puis la couleur, la personne ne pourra pas la lire. C'est un exemple. Il y a la dyslexie, dyspraxie ou des choses comme ça. Au niveau des polices de caractère, il faut choisir les bonnes. Et pas forcément, faut faire attention aux justifications de texte, des choses comme ça. Je donne quelques exemples. Oui, pour la surdité, évidemment, il faut qu'on mette des sous-titrages aux vidéos. Les podcasts aussi. Par exemple. Ce sera fait. Du coup, et puis pour les tourbes psychiques... Parfois, où les gens sont fatigués, c'est trop d'informations sur une page. D'accord. Un formulaire trop long est trop difficile à appréhender. Des choses visuelles qui arrivent, typiquement, pas chez Inria, mais dans les sites de commerce où il y a des stimulations visuelles à droite et à gauche, pour certaines personnes, c'est juste impossible. Ouais. Donc voilà un petit peu. Alors je couvre pas tout le périmètre, je dois forcément en oublier. Et à chaque type de handicap, effectivement, ça profite. On m'a posé la question aussi, si on fait pour ce handicap-là, est-ce que ça va pas rendre négatif pour l'autre handicap? On m'a posé ce type de question. Mais non, pas du tout. Voilà. Donc, la réponse est non. Mais bon, c'est des choses normales. L'accessibilité numérique, pour certains... Quand au début, ils me disaient c'était l'accès au Wi-Fi. Donc, oui, voilà. C'est ça. C'est pour ça que c'était bien que dès le début, on parle aussi de concrètement, qu'est-ce que c'est exactement l'accessibilité numérique? Parce que je pense que oui, c'est ça. C'est bon, tu es connecté, ça va. Tu as le Wi-Fi chez toi et au bureau, tout va bien. Oui, non, c'est un peu plus complexe. Non, mais c'est bien de se rendre compte. Et puis que pour les personnes qui nous écoutent, après, il n'y a pas de souci. Quand on ne connaît pas, c'est normal. Mais de se rendre compte du champ. Et puis c'est aussi de se rendre compte parce qu'il y a peut-être des personnes concernées qui peuvent nous écouter ou qui en ont dans leur entourage. Et de savoir que c'est en effet que pas pour des types de handicap qui paraissent évidents et d'autres qu'on ne connaît pas forcément, et que, comme on le disait aussi tout à l'heure, le fait que, et vous le précisiez aussi, selon nous voyons, il y a plusieurs, pour chaque type de handicap, il y a une personne en face qui n'a pas forcément exactement le même besoin. Oui. Donc, et je vais y revenir, mais il y a une loi à respecter. Oui. Donc, il y a la loi handicap de 2005, forcément, et il y a le décret de 2019 qui parle de l'accessibilité numérique. Et on a même eu un délégué interministériel de nommé en 2022, en décembre. Donc, on en est là. Normalement, il y a des amendes. Oui. Donc, 20 000 euros par site, par application. Malheureusement, je dis malheureusement, derrière, ils ne peuvent pas mettre les amendes. Je pense qu'ils n'ont pas les moyens. Et donc, actuellement, les amendes ne sont pas données. Voilà. Oui, c'est quand même un gros problème, puisque normalement, après, ça revient dans la cause pour aider. Je pense que si les amendes commençaient à être vraiment données, ça changerait un petit peu. On ferait évoluer un peu plus rapidement les choses. Oui, c'est ça. D'ailleurs, justement, pour rebondir sur ce que vous nous dites,
par rapport à cette politique engagée d'INRIA, du handicap au travail, voilà, tout ce qu'on peut faire justement pour rendre accessible à tous et puis pour respecter ce droit des personnes en situation de handicap qui ont des besoins spécifiques. Comment, vous nous avez glissé un petit mot, mais juste pour développer un petit peu plus, comment est-ce qu'on peut faire rayonner au-delà d'INRIA, en fait ? Alors, j'ai compris que vous aviez parfois, à travers des événements, ça pouvait aider, mais voilà, pour faire en sorte que ça fasse écho au-delà d'INRIA. Comment est-ce qu'on peut... Je pense que c'est à travers des événements, effectivement, où INRIA serait engagé et partenaire sur des choses. Je pense que c'est là que... INRIA est bien partie là actuellement et volontaire dans la dynamique. Du coup, pour montrer aux autres, je pense qu'il faut qu'elle s'engage sur des événements, qu'elle mette son nom. C'est tout simplement. Non, mais c'est vrai. Je suis pas politique, mais je pense que ça donnerait du poids. C'est ça. Voilà. Non, et puis pour que ça permette de voir ce que vous faites en interne est très fort et riche, même si je comprends qu'on est au début, mais ça avance quand même, je trouve, relativement vite. Isabelle est très forte, elle avance vite. Isabelle est avec une équipe. Oui, voilà, on a dit que c'était une aventure collective. Oui, c'est collectif. Je faisais de l'humour, mais c'est une aventure, on sait que c'est une belle aventure collective. Mais voilà, je trouve que c'est bien, on a pu en parler avec d'autres invités du podcast, notamment Roger en effet, mais voilà, de se dire finalement tout ça est un partage, on avance plus vite ensemble et voilà, de dépasser l'INRIA pour partager, parce qu'en plus en retour, comme vous le disiez tout à l'heure sur certains événements, ou en retour, là il y a des échanges de part et d'autre, donc en plus c'est très riche et c'est très riche et très enrichissant. Qu'on fait avancer les choses. Est-ce que vous évoquiez la mise en conformité, c'est en 2025, je crois, au e-commerce? Alors ça, c'était pour les e-commerce. Le e-commerce. Alors le e-commerce, c'est l'autre facette. Oui. Ouais. 2025, c'est bientôt. Oui, c'est donc, ça. Je ne sais pas comment... Du coup, est-ce que ça va peut-être pousser à voir aussi... nos prestataires, à prendre ça en compte, puisque du coup, ça ne sera pas juste les établissements publics. Et ça va peut-être aussi faire avancer un peu plus vite l'accessibilité. J'ai dit peut-être. C'est pas moi qui... Et vous pensez que ça va aider, que c'est bien, entre guillemets, que ce soit une obligation, que ça va aider, que ça va permettre que ça se fasse Oui, c'est une obligation. Faut que tout le monde puisse accéder à la même chose. Ah oui, bien sûr. Voilà. Vraiment, il ne faut pas mettre les gens sur le côté, quoi. Ah bah non, pas du tout. Non, mais le fait qu'il y ait une date et qu'à cette date-là... Déjà, les fractures numériques existent, pas que pour les personnes en situation. Les personnes d'un certain âge n'accèdent plus à des choses. Oui, complètement, j'allais dire aussi. C'est vrai qu'il y a les personnes âgées, parce que l'accessibilité numérique, c'est un gros sujet pour... Et puis, il n'y a pas que le numérique. Donc, la journée où j'ai été à Paris, là, le 11 mai, les personnes ont témoigné. Tout l'électroménager qui n'a pas d'imposition législative, tout est tactile, ils n'arrivent plus à utiliser leur plaque de cuisson. Je dis des bêtises. Oui, mais c'est au quotidien en même temps, c'est très important. Je trouve ça, c'est un sujet transverse, c'est pas uniquement... c'est sûr, c'est le sujet, mais vous avancez déjà beaucoup. Est-ce que, je ne sais pas si c'est le cas, mais est-ce que vous, à titre personnel, vous avez déjà pu être confronté, ou vous-même dans votre entourage, à une situation de handicap Alors oui. Donc moi, je suis aidante de mon fils qui est en situation de handicap, qui a 26 ans. Et puis aussi aidante depuis quelques années de ma maman, qui a malheureusement Alzheimer, donc qui n'est pas du tout la même situation. Et dans les deux situations, les parcours sont difficiles, on va dire. Donc, d'ailleurs, les personnes en situation que j'ai pu côtoyer chez INRIA, les parcours administratifs sont redoutables quand même. Oui, complètement. On en a parlé. C'est vrai que c'était... en tout cas, ce qui revenait, c'est que le côté humain... après, ça dépend, c'est au cas par cas, mais souvent, ça se passait bien au sein des équipes. Mais c'est vrai qu'il y avait parfois un ralentissement administratif, sur certaines choses. Et donc, c'est vrai que c'est un poids... Et faire bouger les choses, faut... Comme je l'ai fait dans une association. Et quand on est association, c'est un peu comme le collectif, on est ensemble. Et quand on est ensemble, on avance bien. On avance bien, voilà. Puis on n'est pas seul. Voilà, exactement. On ne se retrouve pas tout seul face aux difficultés, on va dire.
Et est-ce que, alors je ne sais pas si c'est le cas, mais est-ce que vous auriez un conseil pour quelqu'un qui serait aidant? Parce que c'est vrai qu'on en parlait un petit peu avant l'enregistrement, mais les aidants, c'est vraiment, je trouve, on n'en parle pas assez. Les personnes ne se rendent pas compte qu'en tant qu'aidant, on peut aider parce qu'on aide déjà beaucoup et qu'on porte beaucoup et qu'il y a une charge mentale très importante. Et que c'est bien d'en parler et de se dire que voilà, il y a des accompagnements qui peuvent être faits. Alors, les aidants, il y a les accompagnements par l'association pour certaines choses. Et il y a aussi des groupes de parole d'aidants, dont je fais partie. D'accord. Et du coup, alors les parcours sont là aussi différents, mais il ne faut pas hésiter à y aller. Je dis, parce qu'au moins, c'est un endroit où on peut dire les choses. Et puis, c'est un endroit à soi et où le poids des choses qu'on n'oserait même pas dire à ses proches, on peut les déposer et on peut déposer un peu ses valises. Oui, et puis on se comprend du coup. Il y a un petit peu le fait d'être dans une situation similaire, même s'il y a forcément des différences, je pense qu'on se comprend mieux et ça doit être plus facile que de parler à ses plus proches parfois. Tout à fait. L'autre chose, les aidants, je pense qu'il y a des aidants dans toutes les entreprises qui n'osent pas dire non plus à l'entreprise. Et ça peut être aussi des difficultés pour ces personnes. Et je pense que je ne sais pas s'il y a des écoutes, mais il faudrait peut-être mettre ça en place en entreprise pour un peu décharger la charge mentale de ces personnes. Complètement, oui. Comme on le disait, c'est pas parce qu'on met un pied dans l'entreprise que la situation disparaît. Tout à fait. Elle est là tout le temps. Donc voilà, de se faire aider, parce qu'on dirait tout de suite à quelqu'un porteur de handicap, c'est évident de dire tout de suite, fais-toi aider, va parler à quelqu'un, un psy, un médecin ou autre, juste voilà, pour pouvoir vider son sac, si je puis dire, pour pouvoir extérioriser, parce que c'est très lourd à porter. Et en fait, en tant qu'aidant, on passe tellement son temps, je pense, à porter l'autre, que soi-même, on se met un petit peu de côté, on s'oublie. Voilà, tout à fait. Et donc de se dire qu'on peut être aidé et que c'est important. Pour aider les autres, faut être bien déjà soi-même. C'est sûr. On est plus fort. Mais voilà, c'est bien de le dire et merci beaucoup de le partager avec nous parce que voilà, si des personnes nous écoutent, aujourd'hui, si vous êtes aidant, vous pouvez être accompagné. Et c'est important de le savoir. Voilà. C'est pas la personne en situation de handicap est accompagnée, mais l'aidant aussi. Et c'est vraiment essentiel et il faut en parler et faites passer le message si vous nous écoutez. Voilà, juste pour en parler autour de vous, pour que les personnes sachent, parce que comme ce que fait Isabelle avec l'accessibilité numérique, voilà, c'est pareil, il faut faire passer les messages d'entraide et pour avancer mieux ensemble. Est-ce que pour finir, je pourrais vous demander quelle est votre vision de la vie aujourd'hui ? Essayez toujours de voir les choses positives, profiter de l'instant et juste être avec les autres et en collectif. J'aime beaucoup. Ça fait écho en moi. Et avant de nous quitter, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé que vous souhaiteriez partager avec nous ? Non, je pense pas. J'espère pas avoir été maladroite. Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Aucune inquiétude. Merci en tous les cas. Merci beaucoup à vous. C'était un très bon moment. Merci beaucoup. Merci. Et prenez soin de vous. Merci à notre invité pour son témoignage inspirant. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode de l'Instant H, le podcast d'INRIA dédié à des personnes qui témoignent de leur expérience du handicap. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, en envoyant le lien à un ou deux collègues et à des proches, et en parlant dans la vraie vie. Nous sommes tous concernés, et c'est en partageant ces témoignages et ces messages inspirants que nous parviendrons à changer le regard sur le handicap, pour mieux vivre et mieux travailler ensemble. Et pour finir sur une citation de Thérèse de Lisieux, que Nicolas a partagée avec nous lors de l'enregistrement, « Le soleil brille toujours derrière les nuages. L'Instant H, le podcast qui offre un nouveau regard sur le handicap. »